bonsoir à tous. On va changer un petit peu d'aire géographique et d'époque, puisqu'on va faire un bond de quasiment 1800 ans, quasiment. Et on va quitter un petit peu ce bassin méditerranéen pour se concentrer certes sur la France, mais également sur l'Asie du Sud-Est. La France Louis XIVienne, si elle est couronnée de succès à plusieurs reprises hors de ses frontières, elle s'est tout de même heurtée à un cas extrêmement particulier dans son histoire, dans ce qu'on appelle alors les Indes orientales, à la toute fin du XVIIe siècle. C'est le royaume de Siam. Alors pour ceux qui le découvrent, le royaume de Siam, c'est l'actuelle Thaïlande. Les frontières n'ont pas énormément changé depuis. La particularité, je vous le dis tout de suite, par rapport aux autres États de la région, c'est que c'est un État qui n'a jamais été colonisé. Le cas des relations franco-siamoises est finalement assez peu présent dans les sources et contemporaines et postérieures. La plupart proviennent de récits de voyage, de correspondances des différents agents, français notamment, qui ont transité entre les deux régions. Il y a notamment Alexandre de Chaumont, relation de l'ambassade de Monsieur le Chevalier de Chaumont à la cour du roi de Siam avec ce qui s'est passé de plus remarquable durant son voyage, des titres à rallonge. Simon de la Loubère, qui ne fait pas exception avec du royaume de Siam par Monsieur de la Loubère, envoyé extraordinaire du roi auprès du roi de Siam. Et enfin, pourquoi pas cette fois-ci plus sobre, François Timoléon de Choisy avec journal de voyage au Siam. En 1684, la cour de Louis XIV reçoit une ambassade toute particulière, celle du roi de Siam, donc Phra Narai. Ces missions diplomatiques sont composées de présents, de lettres et bien évidemment d'ambassadeurs, chargés de mettre en place des accords et des traités en vue d'une alliance entre ces deux royaumes. C'est pour la France de cette époque une première expérience pleine de doutes, d'incertitudes, avec tout de même une volonté de s'y engager pleinement et certainement dans ce projet. Depuis le début du siècle, donc le XVIIe siècle, les autres États européens, Provinces-Unies, Angleterre, Espagne, Portugal, se sont lancés dans une course au commerce maritime, avec notamment la création de différentes compagnies commerciales censées marchander des richesses par-delà les mers et les océans. La France, elle, subit lourdement ce retard, qui est notamment accusé à partir de 1664, avec la fondation de la Compagnie des Indes orientales, qui finalement a énormément de retard sur d'autres compagnies. Celle-ci peine terriblement à s'implanter dans l'océan Indien et dans les mers orientales, particulièrement à cause de la concurrence européenne qui, elle, est déjà présente et extrêmement bien implantée pour certaines. Si Louis XIV souhaite voir le royaume de France se positionner notamment dans l'océan Indien, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, il ambitionne d'ouvrir ses propres voies maritimes vers l'Extrême-Orient afin de pouvoir commercer directement avec notamment la Chine et le Japon, qui sont un petit peu les deux seuls territoires, royaumes qui semblent avoir de la valeur pour les États européens à l'époque, mais également d'implanter différents comptoirs et d'obtenir des monopoles sur des ressources locales, et pour la France, on va notamment cibler le poivre. D'autre part, Louis XIV, il entend mener à bien sa mission évangélisatrice, étant donné qu'elle est la fille aînée de l'Église, lui-même est un roi très chrétien, et surtout ne pas laisser cette mission évangélisatrice aux mains des couronnes ibériques qui sont extrêmement lancées dans ce même projet. Mais pourquoi finalement, parmi les différentes puissances européennes de l'époque, dont certaines sont bien mieux implantées dans la région, l'ambassade siamoise de Phra Narai a-t-elle fini aux portes de Versailles? Le royaume de Siam, lui, connaît une prospérité durant le XVIIe siècle, notamment grâce au commerce, un commerce extrêmement développé aussi bien dans la partie continentale que dans la partie littorale du royaume. Ce même royaume accueille des commerçants de toutes les origines, et bien évidemment, les Européens ne se sont pas fait prier pour s'y installer. Avec eux sont également arrivées les premières missions évangéliques qui ont rapidement vu dans le royaume de Siam une chance de s'implanter plus vers l'Est, donc vers la Chine et le Japon. D'autant plus que le catholicisme, étonnamment, est relativement bien accueilli, voire extrêmement bien accueilli par le roi et sa cour. Toutefois, des premières tensions vont très vite apparaître,
notamment avec les commerçants de la Verenigde Oost-Indische Compagnie, donc la Compagnie des Indes orientales néerlandaises des Provinces-Unies, qui souhaitent obtenir le monopole de la quasi-totalité des ressources du royaume, et voire même leur ambition colonialiste sur la région sont de plus en plus importantes, sachant que la Verenigde Oost-Indische est extrêmement bien implantée dans l'actuelle Malaisie et notamment Indonésie, et ne cesse un petit peu de s'étendre durant la période. Se tournant dans un premier temps vers les Britanniques, qui sont également bien implantés dans la région. Pourquoi les Britanniques? Puisque le principal conseiller du roi Narai est britannique. C'est finalement vers le royaume de France que Narai va se tourner, puisque le royaume de France est victorieux des Provinces-Unies lors de la guerre franco-hollandaise de 1678. Bénigne Vachet, qui est un missionnaire catholique présent en Orient, voire même assez particulièrement au Siam depuis maintenant 5 ou 6 ans avant cette première mission, écrira « Quand le roi de Siam apprit les grandes conquêtes que le roi de France avait faites sur les Hollandais, il augmenta d'estime pour lui et se détermina à lui envoyer des ambassadeurs. » Ce qui va être déclencheur, c'est la signature du traité de Nimègue, donc finalement le traité de paix qui fait suite à la guerre franco-hollandaise, qui montre la supériorité française, en tout cas sur les batailles continentales, ça Narai ne le sait pas encore. L'accès vers l'Europe par les mers est déverrouillé, puisque ces mers d'océan Indien, de mer de Bantan ou quoi que ce soit, sont plutôt contrôlées par les Néerlandais. Et Narai peut envoyer sa première ambassade qui quitte le Siam en 1680. 4 ans d'écart par rapport à la date que j'ai dit précédemment. Non pas que le voyage a mis 4 ans à arriver, il faut à peu près une petite dizaine de mois si on se débrouille bien avec la météo. C'est que cette première ambassade ne dépasse même pas le cap de Bonne-Espérance. Elle disparaît avec un bateau que vous connaissez peut-être, le Soleil d'Orient, durant l'hiver 1681. Je me permets de rebondir sur les éléphants de M. Luguet, puisqu'il est probable, peu sûr mais probable, les sources ne sont pas tout à fait d'accord, que ce vaisseau transportait 2 petits éléphantos, des cadeaux du roi Narai au duc d'Anjou. Pourquoi pas, ces éléphantos seraient peut-être à l'origine du naufrage du Soleil d'Orient, on ne le sait pas. Ça paraît peu probable étant donné qu'un éléphanto, il faut à peu près 100 kg de fourrage par jour, plus le poids des éléphantos, plus tous les trésors qui vont être amenés, ça fait quand même beaucoup pour un seul et même bateau. Narai, malgré ce naufrage, donc lui, il en a vent assez rapidement. En France, on ne le sait pas encore. Ça ne démord pas de l'idée d'une ambassade à Versailles, maintient sa ferme intention de nouer des liens avec la France et renvoie une autre ambassade en 1684, et celle-ci parvient finalement à la cour du roi. Mais, deuxième problème, les ambassadeurs, les envoyés du roi Narai n'ont pas réellement le statut d'ambassadeur, ce qui va poser problème avec tout le système de protocole, ce qui fait que ces 2 envoyés vont peiner à obtenir une entrevue avec le roi. Et c'est finalement l'abbé de Choisy, que je vous ai cité un petit peu plus haut tout à l'heure, qui bénéficie d'une certaine influence à la cour, notamment grâce à ses réussites dans la mission évangélique en Orient, qui va réussir à simplement faire croiser ces 2 envoyés et le roi dans la galerie des glaces. Et banco, ça a suffi pour attiser la curiosité du roi. Bénigne Vachet, lui, aura écrit que cette mission diplomatique de 1684 a eu peu d'impact, car très mal préparée. Mais toujours est-il que l'année suivante, une délégation menée par le chevalier Alexandre de Chaumont, en tant qu'ambassadeur extraordinaire du roi, ambassadeur extraordinaire, c'est pour toutes les ambassades qui ont lieu hors des nations européennes, qui sera accompagné de l'abbé de Choisy, d'une compagnie de jésuites et de missionnaires, quitte la rade de Brest. Leur mission, tenter de négocier des avantages commerciaux pour les Français et, si possible, voire même surtout, de rallier le roi Narai à la foi chrétienne. Il arrive finalement à la proximité des côtes thaïlandaises dès fin septembre 1685. Et c'est là que vraiment les échanges commencent.
Chaumont est reçu solennellement à la cour par le roi lui-même, notamment grâce aux négociations du comte Forbin. Donc le comte Forbin, c'est celui qui va gérer toute l'escadre qui va mener de Brest au golfe, à l'actuel golfe de Thaïlande. Le comte Forbin, il va assez bien appuyer le fait que le chevalier de Chaumont est ici en qualité d'ambassadeur extraordinaire, ce qui impressionne le roi, ce qui en réalité ne veut pas dire grand-chose. Toutefois, Alexandre Chaumont, dans sa volonté de mener la rencontre selon ses propres termes, à savoir finalement ne pas respecter le protocole de la cour siamoise, est rapidement écarté des négociations, et c'est vers un père jésuite, Guy Tachard, que le conseiller du roi, Constantin Folcon, qui est donc britannique, jette son dévolu. Du côté français, l'objectif est de négocier divers traités commerciaux, notamment et directement avec le roi, étant donné que Narai, en tant que roi de Siam, a tout pouvoir sur le commerce en son royaume. Et la France, à nouveau, souhaite absolument négocier du poivre, ce qui va paraître étonnant en siamois, puisque finalement, du poivre en royaume de Siam, il n'y en a pas tellement. Coup dans l'eau pour les Français, ils ne se rendront compte qu'une petite quinzaine d'années plus tard. La France obtient également l'accueil de toutes les missions évangéliques qui arriveraient dans le pays, et celles-ci bénéficierait de tout un quartier dans la capitale d'Ayutthaya, plus ou moins en plein cœur de la Thaïlande, ainsi que dans la ville de Lopburi, ainsi qu'un observatoire. Là-dessus, on pourrait se dire, super, tout a marché. Toutefois, ce soir, nous parlons de perdants, et pas vraiment de vainqueurs. Le 18 juin 1686, l'ambassade du chevalier de Chaumont, qui est reparti, arrive en rade de Brest, à peine plus d'un an après leur départ, et c'est là que le bilan de cette mission diplomatique, finalement, reste très très mitigé en France. Certes, les objectifs commerciaux ne sont pas atteints, mais il s'agit d'une grande avancée, très très grande avancée, là-dessus, tout le monde à la cour est d'accord, dans la propagation de la foi en Orient. Bien qu'il soit clair finalement que Narai ne souhaite pas du tout se convertir au catholicisme, malgré le fait qu'il accepte entièrement que des églises soient construites en son royaume et que le catholicisme s'y diffuse. L'ambassade siamoise qui accompagne le retour du chevalier de Chaumont, elle n'obtient audience que le 1er septembre, soit quasiment 3 mois après leur arrivée. C'est la première ambassade extraordinaire reçue à Versailles, tout simplement puisque c'est la capitale du royaume depuis seulement à peu près 4 ans. En France, et notamment à la cour du roi, finalement, l'alliance avec ce pays lointain qu'est le royaume de Siam ne connaît pas énormément de partisans. Nombreux sont ceux qui ne voient pas ou qui ne comprennent pas l'intérêt que l'on peut porter à un tel royaume. Il n'a de riche pour la plupart que d'apparence, et surtout, il n'est pas chrétien, et ce n'est pas une grande puissance militaire. Finalement, la plupart n'y prêtent que peu d'attention dans le cas de l'Asie, puisque tout le monde, à nouveau, est tourné vers l'Extrême-Orient, que sont la Chine et le Japon. À nouveau, ils sont un petit peu aveuglés par ces deux royaumes qui, pour la plupart, on pense encore que la quasi-totalité des rues et des bâtiments au Japon sont couverts d'or, des pavés d'or. Ça fait un petit peu briller. Alexandre Chaumont, lui, fait partie de ceux qui ne comprennent pas cet intérêt pour le royaume de Siam. Il fait partie de ceux qui vraiment s'y opposent presque. Finalement, c'est surtout son orgueil qui a été blessé d'avoir été écarté des négociations. Néanmoins, malgré finalement ce bilan quasi négatif de cette première expédition, 2 éléments vont parvenir à pérenniser le projet siamois. Tout d'abord, la sensation que va faire l'ambassadeur Kozapan à la cour de Versailles, puisqu'en homme intelligent, celui-ci va subtilement conquérir l'adhésion française et lancer un véritable engouement finalement pour les affaires en Extrême-Orient. Également, le père jésuite Guy Tachard, qui lui s'est vu investir de la mission, va quant à lui tout mettre en œuvre pour qu'une nouvelle ambassade soit mise en place le plus rapidement possible. Et il va obtenir le soutien du père Lachaise, proche conseiller du roi, et de Seignelay, qui est en charge de la marine royale à l'époque. Grâce à tout ça, finalement, le roi Louis, malgré tout ce qu'il peut entendre, est convaincu de poursuivre les échanges. Et c'est pour ça qu'une
dès le 1er mars 1687, une nouvelle escadre quitte la rade de Brest pour l'Orient. À son arrivée, Tachard, qui est devenu au détriment, cette fois-ci, de Simon de la Loubère, puisque Alexandre de Chaumont n'a pas voulu reprendre de l'ambassade, c'est Simon de la Loubère qui est nommé ambassadeur officiel, mais les négociations vont être menées par Tachard, qui va plutôt briller à nouveau dans ces négociations. Il va négocier les places fortes de Bangkok et de Mergui, à l'entrée du royaume du côté de la mer. La facilité d'obtention de ces places, elle s'explique, qui était inattendue, c'était presque une petite clause dans le contrat, mais que le roi va accepter, pas tant le roi, mais plus son conseiller, puisque Constantin Folcon, premier conseiller du roi, passe du choix politique à protéger son royaume de cette potentielle menace néerlandaise, finalement à une nécessité de se protéger lui-même de sa place à la cour qui est de plus en plus contestée. À son retour en France, quelques mois plus tard, je vous épargne un petit peu toutes les visites du royaume qui sont dans les carnets de voyage et qui finalement dressent un bilan très très médiocre du royaume de Siam, mais surtout très très peu objectif. Guy Tachard est couronné de succès, il parvient à négocier une expédition de plus afin de renforcer l'établissement sur place. Toutefois, et c'est là que tout capote, le départ de l'expédition censé être mené par Abraham Duquesne-Guiton, donc à nouveau on voit que à chaque fois celui qui est censé mener l'expédition change, est retardé dès novembre 1689, puisqu'il y a une nouvelle qui arrive au royaume de France, une nouvelle qui arrive un petit peu tard, une nouvelle qui se révèle un petit peu fausse. Une révolution aurait éclaté au Siam, le roi Marais serait mort, Constantin Folcon également, et les troupes françaises auraient quitté le royaume. On ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. En revanche, certains sur place le savent, ils ont expliqué à travers le récit de voyage. Dès le début des années 1680, il y a une forme de ressenti des effets négatifs de l'attirance que peut susciter le royaume de Siam par les Siamois eux-mêmes. Ce mouvement, il va même prendre des tendances xénophobes au fur et à mesure que les étrangers, et particulièrement les Européens, s'immiscent de plus en plus dans les affaires du royaume. Cette forme de dissidence au pouvoir royal, elle se rassemble derrière un seul homme, Phetracha, un proche du roi, qui lui est un grand défenseur du bouddhisme. Il s'oppose fermement à la conversion de masse du royaume au catholicisme. Il jouit d'une importante influence auprès du roi. Il a pris plusieurs fois le contrôle du royaume en l'absence du roi, mais en son nom, jamais avec forcément une volonté de garder le pouvoir pour lui. Phetracha, lui, il est plutôt tourné vers les traditions, une pensée nationaliste du royaume de Siam. Et il se dresse donc ouvertement à la cour contre la volonté de Folcon d'ouvrir le pays aux autres nations. Pourquoi est-ce que ça marche? Franarai, tout simplement, il est malade, très proche de la mort, ce qui fait que Phetracha va prendre le pouvoir sous une forme de coup d'État qui va finalement passer extrêmement facilement. Et il va ordonner, suite à sa proclamation en tant que nouveau roi, l'expulsion des Français hors du royaume. Il l'aura déjà fait pour les Britanniques un an plus tôt. Cette fois-ci, c'est au tour des Français. Les places de Bangkok et de Mergui, qui venaient tout juste d'être acquises, sont donc reprises de force aux Français, sans grande difficulté, et ceux-ci abandonnent absolument tout derrière eux. Le mouvement xénophobe siamois prend de l'ampleur dans le pays, et les différentes nations européennes sont finalement toutes obligées de quitter le Siam afin d'éviter un massacre. Puisque ça a marché dans un premier temps, puis capoté dans un deuxième, peut-on parler d'une France victorieuse au Siam? Aucune bataille remportée, pas de traité commercial maintenu, le catholicisme finalement résorbé un petit peu à seulement quelques villes dans le royaume. À première vue, son entreprise, à la France, a toutes les allures d'une défaite, et ses projets d'établissement ont fait perdre beaucoup d'argent, et surtout de temps, aux ministres de Louis XIV, sans vraiment grande contrepartie aucune. Il est vrai que rares sont les épisodes où la France, Louis XIVienne, s'est autant investie dans un projet en Asie. On en retrouvera très très peu, ou alors bien plus tard. Une fois les événements de la Révolution de 1688 passés, la France, elle, ne parvient pas à se remettre d'une telle entreprise, ou par manque d'intérêt, ou par manque de moyens.
en raison de son engagement dans une nouvelle guerre, notamment contre les Provinces-Unies, celle contre la Ligue d'Augsbourg, et plus tard sur la guerre de succession d'Espagne. Pourtant, les relations franco-siamoises de la fin du XVIIe siècle ont eu des répercussions à différentes échelles. Tachard et les autres agents français qui ont été envoyés en Siam ont plus que quiconque participé à réduire finalement cette expansion néerlandaise dans l'océan Indien et un peu plus à l'est, vers le Japon et vers la Chine. Et cette tentative d'établissement a indubitablement été un laboratoire des projets futurs de la France vers la Chine et l'Inde, et également vers les Amériques. Le gouvernement français retire des observations de ces erreurs passées, et bien que ce ne soit pas le but initial, ce projet siamois fournit ce qui manquait cruellement à la France dans des projets d'outre-mer, c'était de l'expérience. En France, on a gardé très peu de traces de ces événements. Encore une fois, il y a des récits, des témoignages qui sont donc finalement que des carnets de voyage de ceux qui ont transité entre ces deux pays, on l'a dit. Également quelques iconographies, notamment des gravures, particulièrement celle de l'ambassadeur Kozapan qui est arrivé durant son ambassade. Seule véritable marque du passage des Siamois en France ou de la France au Siam, c'est, vous le savez peut-être, c'est la rue de Siam à Brest, renommée ainsi en l'honneur de l'ambassade de 1686. Après cette ville portuaire bretonne, d'où sont parties finalement toutes les expéditions, c'est au tour de Marseille de baptiser l'une de ces artères de la même manière, et également Lorient, avec la rue de Siam qui se trouve dans le quartier de Frébeau, qui a la particularité de regrouper la rue de Tonquin, rue de Cochinchine, rue de Siam. Ils se sont dit qu'ils allaient mettre toute la même zone géographique au même endroit. La France, récit d'un vainqueur, finalement, pas de victoire, pas d'histoire. C'est presque pas une volonté vraiment d'effacer cet épisode franco-siamois, mais simplement une forme d'oubli d'une tentative qui n'a pas marché et dont rapidement, tout le monde s'en est rapidement passé, hormis Tachard, qui essaiera pendant la quinzaine d'années suivantes de retourner à tout prix au royaume de Siam, ce qui lui coûtera la vie finalement d'une maladie en plein océan Indien. Je vous remercie. Alors moi j'ai toujours des questions, mais vous d'abord. Monsieur le gamer pendant ce temps-là. Il y aura pas d'autres tentatives pour... Alors pour le royaume de Siam, non. La montée xénophobe va vraiment chasser tout le monde. On va accepter les missions évangéliques. En revanche, plus de présence militaire, pas de quartier commerçant européen comme on va pouvoir avoir à Macao ou au Japon. Ça, c'est fini. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu et dire à tout le monde aussi l'histoire que tu avais vécu quand tu étais allé justement en Thaïlande avec le portrait de Louis XIV? Oui, alors j'ai surtout parlé des sources françaises ou européennes, mais qu'en est-il des sources siamoises sur ces échanges? On n'en sait pas grand-chose, puisque la capitale du royaume où absolument tout était centralisé, donc Ayutthaya, a été saccagée par les Birmans en 1767. Et par saccagé, c'est incendie complet total. Donc toutes les traces d'archives d'une quelconque administration royale a disparu. Et puis ensuite, la capitale a été transférée à Bangkok. Donc pas de traces. En revanche, c'est vrai que dans un cadre purement universitaire, je me suis rendu en Thaïlande pour un travail de recherche. Et complètement par hasard, dans la ville de Lop Buri, en étant dans un parc entre quelques temples, je tombe sur un gigantesque portrait de Louis XIV, le portrait de Hyacinthe Rigaud, le classique manteau d'hermine, tout ça, et une réplique du Soleil d'Orient, quasi grandeur nature. En fait, il y avait une sorte de... J'avais pas du tout fait attention, mais j'étais en Thaïlande au moment de l'arrivée de la première ambassade en termes de date. Et apparemment, ils organisaient une petite fête pour ça, comme quoi les Siamois ont été marqués. J'ai juste pas pu en savoir plus, puisque je ne parlais pas thaïlandais, enfin je ne parle toujours pas thaïlandais quand j'y suis allé.
Il ne parlait pas français, il ne parlait pas anglais non plus, l'échange était compliqué, j'ai juste compris qu'il fallait que je dégage rapidement pour qu'ils puissent finir leur installation. Et j'ai pas pu en savoir plus sur ce portrait de Louis XIV en plein milieu d'un parc thaïlandais. Mais vraiment, il fait à peu près cette taille, renversé. Voilà. Des grands supporters de Louis XIV. Est-ce que tu sais ou pas, moi c'est une question qui m'interroge, comment est-ce que ce monsieur, j'ai oublié son nom, le conseiller britannique, comment il est arrivé au rôle de conseiller d'un roi étranger comme Alors, ça ouais, c'est le genre de personnage disparu, historique, qui a la vie incroyable. Donc, on ne sait pas vraiment d'où il vient, on ne sait pas s'il est grec ou sicilien de base. Il vient peut-être d'une famille noble sicilienne de par sa mère, mais on ne sait pas trop, parce qu'en même temps, il n'est pas dans les archives siciliennes de l'époque. Il va quitter en tout cas cette Méditerranée pour rejoindre l'Angleterre, dans lequel il va s'engager dans un premier temps comme marin pour la Compagnie des Indes orientales britanniques, ce qui va du coup l'emmener rapidement en océan Indien, et là il va s'en sortir grâce à une chose, c'est qu'il apprend les langues extrêmement vite. Donc il va parler grec, italien, anglais, français. Là-bas, il va apprendre le malais, le siamois, très vite, les différents dialectes qu'il peut y avoir, birman, hein, il y en a beaucoup. Ce qui fait qu'il va très vite servir d'intermédiaire pour l'East India Company. Et finalement, il va devenir un homme important pour l'East India Company dans la région, et on voit qu'il commence à en avoir l'habitude, ce qui ne va pas lui créer que des amis. Du coup, il va quitter la compagnie, travailler un petit peu pour les Néerlandais jusqu'à ce qu'il s'implante véritablement au royaume de Siam, et il va gagner la confiance du roi Narai, notamment à cause d'un complot de Perses musulmans qui voulaient écarter le roi afin de convertir le royaume. Donc voilà, il va gagner sa confiance et puis il va devenir sa forme de premier ministre, même s'il n'y a pas vraiment de premier ministre, plutôt de principal conseiller du roi. Une dernière. Est-ce que, encore une fois le nom je l'ai marqué rapidement, je suis pas sûr, donc c'est Alexandre de Chaumont, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il raconte son humiliation du coup d'avoir été écarté de l'ambassade dans ses récits, ou est-ce que... dans son carnet, donc je rappelle, relation de l'ambassade de Monsieur le Chevalier de Chaumont à la cour du roi de Siam avec ce qui s'est passé de plus remarquable durant son voyage, il n'est pas du tout objectif. Ce qui s'est passé, c'est que il devait remettre la lettre de Louis XIV au roi. Le roi est perché sur un petit balcon à 4-5 mètres de hauteur, et le protocole siamois veut que l'ambassadeur remette la lettre à un serviteur qui l'attend au roi. Chaumont, il n'est pas du tout d'accord, il est là en tant qu'ambassadeur du roi de France, un petit peu imbu de lui-même, il veut absolument remettre la lettre à lui-même, au roi. C'est quasiment un jour de débat. Pour qu'au final ça soit accepté, il devra donc poser la lettre dans une coupole, la coupole au bout d'un bâton, et la tendre au balcon du roi. C'est ça l'image que tu as Oui, c'est ça. Voilà. Et sauf que, vous le remarquez peut-être à l'image, et d'ailleurs c'est assez bien fait, lequel des deux se penche pour récupérer la lettre, c'est le roi. Ce qui n'est pas du tout dans le protocole, donc Alexandre de Chaumont devait se dresser vraiment, tout faire en sorte pour que le roi ait juste à venir tendre la lettre. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste levé légèrement la coupole pour que ça soit forcément au roi de venir se pencher, récupérer la lettre du roi de France. Et du coup, très très vite, c'était lui, on met de côté, on va trouver quelqu'un d'autre avec qui discuter. Et c'est peut-être ce qui a bien lancé finalement les premières 3-4 années de relations entre les deux pays. Il y avait des questions. Qu'est-ce qui a motivé au final toutes ces expéditions, étant donné que la première, on y est allé pour essayer d'avoir du poivre apparemment, on est revenu sans rien, mais ça veut dire qu'aussi on est parti quelque part sans savoir qu'on pouvait y gagner.
Alors, si, parce qu'il y a plusieurs choses. Bon, Nara, il comprend pas pourquoi les Français veulent absolument du poivre. Il va dire, bon, on va planter des poivriers un petit peu partout si vous le souhaitez. De toute manière, le but, c'est pas de repartir avec du poivre, c'est de repartir avec l'assurance que le commerce du poivre se fera par des navires français. Pour finalement retirer un maximum d'intermédiaires et que dans la logique mercantiliste qui va être lancée par Colbert dans les années 1670, que voilà, si on veut acheter du poivre en Europe, il faut l'acheter en France. Du coup, ça fait ramener des pièces dans les caisses de France et ça retire des pièces des autres caisses européennes. Donc, on ne repart pas avec du poivre, on repart avec un traité assurant que tout le poivre siamois ne pourra être vendu qu'aux Français et vendu que par des Français. On repart aussi avec des promesses, voilà, on peut accueillir autant de missions évangéliques que vous voudrez, voilà, le catholicisme, il est la bienvenue, on va vous construire des logements, vous pourrez construire autant d'églises que vous voulez. Donc il y a des promesses, et des promesses qui sont mises sous écrit et signées. Donc au final, quand la première ambassade repart, elle a une certaine assurance, elle a une garantie. Et une garantie qui devait se mettre en place. C'est vraiment juste cette montée xénophobe et la révolution de 1688 qui va mettre fin à tout ça. Mais c'est quelque chose qui était prévisible, mais qui n'était pas à prévoir finalement du côté des Français. On s'y attendait vraiment pas. Le siège de Bangkok, c'est vraiment, il faut s'imaginer 100 Français avec 3 canons et puis voir arriver 10 000 Siamois en une nuit. Ils n'ont pas du tout compris ce qui se passait. Et c'est pour ça que ça a été très expéditif. Ces expéditions, enfin ces ambassadeurs qui ont dit, c'était uniquement dans le but de placer une tactique commerciale en gros. Commerciale et un tant soit peu militaire, d'où l'obtention des 2 places fortes, et évangélique. C'était vraiment les 3. Et finalement, presque en faire un point de relais pour aller à nouveau vers cette Chine et ce Japon. La Chine, finalement, la France n'ira quasiment pas. Et le Japon un petit peu pour des questions évangéliques. Mais l'océan Indien, à part plus tard, par la suite, donc il y aura la Cochinchine, tout ça qui sera plus une réussite, mais l'océan Indien, c'est un fiasco. Et ce qui fait que l'expérience qui va être obtenue par la France va être récupérée et réutilisée en Amérique, où là ça va super bien marcher, puisque la Nouvelle-France, ça va être un énorme territoire qui va rapporter pas mal d'argent quand même. Si je me trompe, Ivan n'est plus expérimenté sur les Amériques, mais qui va être un projet vraiment une belle réussite pour la France jusqu'à la guerre de 7 ans, où elle va tout perdre. Voilà. Et bien, parfaite transition, donc il y a une dernière question. Oui, pour le royaume, quel était l'intérêt, une contrepartie Le royaume de Siam C'était avoir une présence capable de rivaliser avec les Hollandais. Et vraiment, voilà, la France a écrasé, vraiment sur 1678, c'était une victoire, une belle victoire française, une série de 3 victoires françaises qui va mener à la signature du traité de Nimègue. Et c'est vraiment, la France a battu les Hollandais. Donc on va s'allier avec la France. Plus quelques petits traités commerciaux qui finalement sont profitables pour les deux. Mais c'était vraiment ça le but initial.